l'enregistrement. Je suis en charge des sujets relatifs au maintien dans l'emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie pour votre présence à ce tout dernier webinaire qui va porter sur l'accompagnement à la reconversion professionnelle donc, de vos salariés en risque d'inaptitude. Alors, il vient clore un cycle de 4 webinaires consacrés au handicap et aux problématiques de santé au travail. Tous les webinaires ont été enregistrés, donc les liens des replays sont disponibles sur les sites de la DRETS et de la GFIP, mais de toute façon, ils vont on s'entend en écho. Ils vous seront envoyés donc avec le document là, qui va vous être présenté ce matin. Ce webinaire a pour objectif de vous éclairer sur les actions qui peuvent être mises en œuvre et les options qui s'ouvrent à vous selon les situations, qu'il s'agisse de reconversion, de reclassement ou de transition professionnelle. Au cours de cette séquence, les intervenants, alors de la CARSAT, de Transition Pro, de la GFIP, de Cap Emploi, des cellules maintien de 2 services de santé et que, au passage, je remercie, vous présenteront les acteurs et les dispositifs mobilisables dans la construction ou l'anticipation d'une action de reconversion. Ils vous outilleront également afin de vous permettre d'anticiper les reconversions professionnelles pour les inscrire au mieux dans un parcours à long terme. Et enfin, ils vont vous permettre d'identifier les modes d'action favorables à l'anticipation des situations de reconversion, puisqu'on sait qu'effectivement, la précocité de la prise en charge est vraiment un facteur primordial. Voilà, le temps est contraint, donc je laisse la parole à Marion sur les aspects techniques et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Valérie. Donc, bonjour à tous et toutes. Petit rappel technique, donc vous avez pu le constater en vous connectant, vous n'avez pas accès ni à votre caméra ni à votre micro. Donc, c'est tout à fait normal, c'est le format webinaire qui veut ça. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas interagir lors de ce webinaire, puisque à la fin de chaque intervention de chaque intervenant, vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants via le chat ou via l'onglet questions-réponses. Privilégiez l'onglet questions-réponses, mais sachez qu'on aura quand même un œil sur le chat. On ne pourra pas, puisque le temps est assez contraint, répondre à l'ensemble des questions qui seront posées. Pour autant, nous allons toutes les récupérer et elles feront l'objet d'une foire aux questions qui sera ensuite diffusée sur le site internet de la GFIP et de la DRETS, en même temps que le replay et les supports qui vont être diffusés lors de ce webinaire. À la fin du webinaire, nous allons également vous diffuser un lien vers un questionnaire de satisfaction. Surtout, prenez le temps de le remplir parce que nous, ça nous aide à nous améliorer. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour vous d'exprimer des besoins éventuels sur de futurs webinaires avec des thématiques qui vous intéresseraient et sur lesquelles vous souhaiteriez que nous travaillions à l'avenir. Donc, merci à tous encore d'être connectés aujourd'hui. Et puis, tout de suite, je vais laisser la parole à Madame Bovin pour l'introduction de ce webinaire. Merci à tous. Bonjour à tous, donc Stéphanie Bovin de la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis chargée du maintien dans l'emploi. Donc anticiper les reconversions professionnelles, c'est un projet de long terme qui s'inscrit dans le plan de gestion des compétences des entreprises. Cette approche de la sécurisation des parcours, c'est bien une approche globale qui ne se limite pas à la seule adaptation des postes de travail et qui inscrit la question du maintien dans l'emploi au cœur d'une logique de gestion prévisionnelle de l'employabilité du salarié. Donc, c'est un sujet essentiel de dialogue social. Le CSE va avoir un rôle fondamental car il doit être consulté sur les procédures et processus mis en place à cette fin dans l'entreprise. Donc, le tableau de bord sur les travailleurs handicapés a montré que 45% des salariés licenciés pour un motif d'inaptitude étaient de formation niveau 5 et 43% sont des employés qualifiés. Alors, il va y avoir plusieurs outils donc pour anticiper les reconversions professionnelles. Tout d'abord, l'entretien professionnel, qui est un acte clé du management dans l'entreprise. Au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines de l'entreprise. La loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention en santé au travail
constituent de nouveaux leviers d'alerte à articuler et traiter dans le cadre des entretiens professionnels. Donc, cette loi, elle permet notamment de mettre en place une visite de mi-carrière au cours de l'année du 45e anniversaire du travailleur. Donc, elle va viser à établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle et de sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. Donc, dans le cadre de cette visite, le médecin peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou encore des mesures d'aménagement du temps de travail. La loi prévoit également l'organisation d'un rendez-vous de liaison suite à un arrêt de travail entre le salarié absent et l'employeur, tout en associant le SPST. Donc, l'objectif, ça va être d'informer le salarié qui peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d'un examen de pré-reprise et de mesures d'aménagement du poste et du temps de travail. Alors, en termes d'outils, on va aussi avoir le projet de transition professionnelle qui a été mis en place au 1er janvier 2019. Donc, c'est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation qui va permettre aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Donc, dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d'un droit à congé et d'un maintien de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation. Cependant, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, mais il y a un accès qui est facilité au dispositif de formation avec une exonération de cette condition d'ancienneté sous certaines conditions. Voilà pour mon introduction. Merci beaucoup, Madame Bourbon, pour cette introduction. Et puis tout de suite, nous allons passer donc aux éléments de repère pour savoir un peu quand et comment on va déclencher des actions de formation. Et pour ça, je vais tout de suite laisser la parole à Madame Guittard, qui va nous expliquer un peu les différents leviers d'action pour les employeurs dans l'accompagnement et la construction de projets de reconversion. Bonjour. Alors, pour accompagner son salarié dans la construction d'un projet de reconversion, l'employeur peut se faire aider par différents partenaires, y compris son service de santé au travail, et notamment par le biais d'une cellule maintien en emploi lorsqu'il en existe une. Tous les services de santé au travail n'en possèdent pas, mais c'est un dispositif qui s'étend de plus en plus au sein des services de santé au travail. Cette cellule de maintien en emploi, on en a une dans le service de santé au travail du 63 et le rôle de cette cellule va être d'accompagner l'employeur et le salarié vers un projet de reclassement ou de reconversion. Ces cellules de maintien en emploi, elles interviennent dans des situations complexes de maintien en emploi qui nécessitent souvent justement de faire appel à plusieurs compétences, y compris des compétences extérieures au service de santé au travail, et de coordonner un petit peu tous ces dispositifs. Ceci dans le but donc d'une reconversion interne ou externe à l'entreprise. Ces cellules sont la plupart du temps sollicitées directement par les médecins du travail lors d'une visite avec un salarié, mais elles peuvent également être sollicitées parfois et selon les services directement par les employeurs. Donc, c'est un moyen qui peut être aussi à la main des employeurs qui repèrent une situation difficile d'adaptation du poste de travail et qui peuvent relayer ça directement vers la cellule maintien en emploi. Si c'est le cas, quoi qu'il en soit, la cellule relaiera toujours le signalement vers le médecin du travail puisque son avis médical va de toute façon être incontournable dans la mise en place des solutions à envisager et celles qui seront retenues par la suite. Les membres qui composent cette cellule ont diverses compétences et selon les organisations et selon les cellules de maintien en emploi, on peut y retrouver un ergonome, une assistante sociale, un psychologue, un chargé d'insertion. Pourquoi toutes ces compétences? Parce que toutes ces compétences peuvent être utiles pour réussir un accompagnement adapté à la personne. Il n'y a pas d'approche collective, il n'y a que des approches individuelles et selon certains cas, il va falloir une compétence pour pouvoir réussir à trouver la solution la mieux adaptée. Ces cellules, donc, elles interviennent toujours en appui aux médecins du travail
dans la recherche des solutions et elles sont capables également de mobiliser les partenaires externes au service de santé au travail. Il y en a un certain nombre qui vous seront présentés lors de ces webinaires, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment, on ne travaille jamais seul dans le cadre du maintien en emploi. Alors, ce qu'il faut distinguer aussi, je pense, et en préambule, c'est ce qu'on peut appeler le reclassement et la reconversion, qui n'est pas tout à fait la même chose. On a pour habitude, en fait, de parler de reclassement lorsqu'on fait des propositions de maintien en emploi dans l'entreprise. On peut reclasser sur le même poste en apportant des aménagements techniques, organisationnels, ou bien les deux. La reconversion, c'est tout autre chose, puisqu'il s'agit plutôt d'accompagner le salarié vers un nouveau métier, différent de celui qu'il occupe dans l'entreprise. Dans ce cas, on est souvent confronté à un salarié pour lequel il y a un risque de sortie de l'entreprise pour des raisons d'inaptitude au poste et pour lequel aucune solution en interne n'a été envisagée, retenue surtout. Et donc, rien n'est possible. C'est par exemple le cas d'un maçon qui aurait une contre-indication au port de charge, à la station debout prolongée, qui travaille dans une petite entreprise de 4-5 maçons, qui sont tous maçons. Là, éventuellement, on va avoir des difficultés à pouvoir reclasser ce monsieur parce qu'on n'a pas de solution particulière. Par contre, on va pouvoir accompagner à la mise en œuvre d'un projet de reconversion professionnelle et l'aider dans ce cadre-là. Donc ça va être le rôle aussi de différents partenaires du service de santé au travail en lien avec la cellule maintien en emploi lorsqu'on envisage un projet de reconversion professionnelle. Donc la solution, elle peut se trouver parfois en interne ou en externe. Il n'en reste pas moins au final que quand il n'existe pas de cellules maintien en emploi, il existe aussi des partenaires à l'extérieur. Alors, comment repérer de façon pratique les situations à risque? Il existe quand même certains indicateurs qui vont permettre aux employeurs aussi de repérer et anticiper les problématiques de maintien en emploi. Les indicateurs, c'est souvent les mêmes qu'on va retrouver. C'est des arrêts répétés. Un salarié qui est en arrêt, souvent. Des déclarations de maladies professionnelles, ça peut être une alerte aussi pour un salarié qui est en activité, qui n'est pas forcément en arrêt. Des arrêts longs, sans nouvelles du salarié. Des contre-indications au poste qui ont été posées lors d'une visite périodique, simplement. Ça, c'est des signaux d'alerte. Autant de choses, au final, qui peuvent déclencher déjà une alerte et notamment un signalement auprès du médecin du travail. Les employeurs, en fait, ne doivent pas hésiter à se rapprocher du médecin du travail pour évoquer toute situation à risque qu'eux, ils auraient repérée, et ça, à n'importe quel moment. Il arrive trop souvent, au final, qu'un médecin du travail voit un salarié et soit confronté à un signalement lors d'une visite de reprise suite à un arrêt long. Et là, il va être très difficile de pouvoir envisager des actions, quelles qu'elles soient, en termes de reclassement interne ou de reclassement externe. Donc, anticiper, ça permet vraiment d'avoir déjà eu des informations au préalable et de pouvoir mettre en place un plan d'action avant d'en arriver à une visite un lundi matin après un arrêt de 2 ans. Ça, c'est vraiment le maître mot aussi. Donc, la visite à la demande, elle est toujours possible, à la demande de l'employeur, à la demande du salarié, à la demande d'un médecin, peu importe, mais il existe ces visites, toutes ces visites-là, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Il ne faut pas hésiter, en fait, en tant qu'employeur, à solliciter votre service de santé au travail dès lors que vous repérez une problématique. Malgré tout, il existe aussi une autre visite, qui est une visite de pré-reprise, alors qui est moins connue. Maintenant, elle commence par contre, à être de plus en plus sollicitée. Et c'est cette visite de pré-reprise qui va nous permettre, pendant un arrêt, de commencer à entreprendre des actions. Alors, on a l'habitude de penser, de dire qu'un salarié en arrêt, rien ne peut s'entreprendre pour lui. C'est faux et vous allez le voir tout au long de ce webinaire. Il y a un certain nombre d'actions et fort heureusement qui peuvent être engagées. Et cette visite de pré-reprise, c'est un élément déclencheur. Malgré tout, l'employeur ne peut pas déclencher cette visite de pré-reprise. Et cette visite de pré-reprise, elle ne peut être faite qu'à l'initiative d'un médecin conseil de la sécurité sociale, d'un médecin traitant, du salarié lui-même.
Malgré tout, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez informer vos salariés sur l'existence de cette visite de pré-reprise. Il s'agit juste d'informer. Il ne s'agit pas de prendre contact avec le service de santé au travail. Ce n'est pas du tout votre rôle en tant qu'employeur. Mais par contre, informer son salarié qu'il peut, pendant qu'il est en arrêt, solliciter cette visite pour qu'on puisse commencer à entreprendre des actions, ça, c'est vraiment un levier qui est intéressant dans un parcours de reconversion. Donc, vous pouvez l'informer de différentes manières. Je crois que sur le site Amélie, il existe un flyer. Ce flyer, il peut être mis à disposition des salariés avec un bulletin de salaire, par exemple, ou de différentes manières. L'essentiel étant de pouvoir informer votre salarié. Alors, ça sera peut-être repris plus tard, mais lors de cette visite de pré-reprise, le salarié voit le médecin, décrit un certain nombre de difficultés, et là, le médecin va pouvoir entreprendre, avec accord du salarié et retour éventuel vers l'employeur, parce que cette visite, elle vous sera certainement expliquée par le service de santé au travail à la fin, les moyens d'action qu'on peut avoir lors de ce repérage. Donc, ce repérage, il est important pendant un arrêt aussi. C'est souvent lors de cette visite que le médecin du travail va justement orienter vers la cellule maintien en emploi pour qu'on puisse commencer à entreprendre des actions. En dehors de tout ça, les employeurs ont bien entendu des outils de repérage qui sont là, des outils de repérage qui s'inscrivent plutôt dans une politique globale de gestion des emplois et des carrières. Un projet de reconversion interne ou externe, il ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, il va falloir vraiment pouvoir anticiper et ça peut être le cas pour plein de choses, mais il faut vraiment avoir un dialogue et il y a des outils qui sont à disposition. L'un des outils, et c'est l'outil qui vous sera, je pense, précisé derrière, c'est ce qu'on appelle l'entretien professionnel. Cet entretien professionnel, il est obligatoire, il s'effectue tous les 2 ans, et lors de cet entretien professionnel, le salarié et l'employeur vont pouvoir évoquer les objectifs, les pistes d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y conduire. En dehors de ces 2 ans, l'entretien professionnel, il doit être également systématiquement proposé à tout salarié qui reprend une activité après une période d'interruption. Et une période d'interruption, c'est un arrêt. Un arrêt long, en l'occurrence, un arrêt de plus de 6 mois. Donc, on en revient au début, il y a eu un arrêt, on fait un entretien professionnel et lors de cet entretien professionnel, après un arrêt long, on va pouvoir commencer quand même malgré tout à évoquer des pistes. Donc, c'est un outil aussi, l'entretien professionnel, qui est vraiment intéressant et qui permet d'avoir ce dialogue et de commencer à anticiper et de se projeter. Lors de cet entretien professionnel, il y a un certain nombre de points qui doivent être évoqués, en tout cas qui devraient l'être. C'est les informations sur le compte personnel formation, à quoi ça sert, les possibilités de financement, comment le solliciter. Il y a un certain nombre de salariés encore qui ignorent comment créer leur compte de personnel formation et ça fait partie de ce qui peut être évoqué lors de l'entretien professionnel. Les bilans de compétences peuvent être évoqués, c'est des moyens qui sont aussi à la main des salariés pour commencer à réfléchir et à anticiper sur des projets de reconversion. Donc ça fait partie aussi de la teneur éventuelle des propositions qui peuvent être faites lors de l'entretien professionnel, mais ça vous sera développé plus tard. Le conseil en évolution, c'est aussi une mesure qui existe depuis maintenant un certain nombre de temps, qui est moins complet qu'un bilan de compétences, mais qui est un bon moyen pour le salarié de commencer à réfléchir à de nouvelles perspectives d'évolution. En 2022, la plateforme Mon Compte Formation devrait ouvrir un nouveau service qui se nommera Passeport d'orientation et de formation et de compétences. Ce passeport sera destiné à valoriser l'ensemble des expériences acquises par un actif au cours de son parcours de formation, initial et continu. Donc, on voit bien que de plus en plus, les choses se développent dans le cadre de la formation et qu'un projet de reconversion, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure avec les partenaires et par le biais d'un certain nombre d'outils dont les employeurs disposent. Pour aller plus loin dans un projet de reconversion, ça vous sera aussi présenté plus tard,
il existe le projet de transition professionnelle, et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment aux salariés d'envisager une reconversion professionnelle sur un métier qui est complètement différent de celui qu'il occupe actuellement. Donc, toutes ces mesures-là permettent vraiment, lorsqu'on est face à un salarié qui est en difficulté sur son poste, en lien avec son aptitude au poste, d'anticiper et de préparer la reconversion, que cette reconversion ou ce reclassement soit en interne ou en externe. Je dirais que pour conclure, rien ne peut se faire dans l'urgence. Quoi qu'il en soit, les employeurs ne doivent pas hésiter à interpeller, peu importe à quand, lorsqu'ils repèrent une difficulté, leur service de santé au travail. Ça va être le premier interlocuteur et un interlocuteur, quoi qu'il en soit, qui va arriver à différentes étapes du parcours. Et il faut repérer le plus en amont, grâce à un certain nombre de mesures qu'on vous présentera et que je vous ai présentées aussi, pour que tout ça puisse se mettre en place le plus en amont possible. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guittard, pour cette présentation. Donc, on a eu quelques petites questions pendant votre intervention. Moi, je vais vous les poser maintenant. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat en même temps que nous parlons. Donc, on a eu une première question d'une personne qui explique que, effectivement, lorsqu'elle a des salariés en arrêt, elle informe ses salariés de la possibilité de mettre en place des visites de pré-reprise, par exemple, mais que du côté du service de santé au travail, des fois, ça bloque. Comment est-ce que cet employeur peut faire en sorte qu'il y ait une fluidité, justement, et que l'information qu'elle délivre aux salariés puisse être suivie derrière? Alors, c'est vrai que malheureusement, un certain nombre de services de santé au travail souffrent de ce désert médical maintenant. On a du mal à avoir des médecins du travail, parfois, qui puissent répondre à ça. La priorité reste que, logiquement, on devrait pouvoir faire des visites de pré-reprise dans certains services. Je sais que c'est compliqué et malheureusement, je dirais, on n'a pas forcément de solution là-dessus parce qu'il va y avoir des urgences à traiter et que ça n'en fait pas partie. On peut commencer malgré tout à travailler. Si le service de santé au travail n'est peut-être pas tout de suite identifié et ne peut pas opérer tout de suite cette visite de pré-reprise, qu'il y a une cellule maintien en emploi ou qu'il y a des partenaires, on peut commencer quand même à relayer sur les partenaires. Le médecin du travail sera, quoi qu'il en soit, dans la boucle à un moment donné. Si ce n'est pas tout de suite, on peut commencer peut-être à entreprendre des actions avec l'aide des partenaires extérieurs, notamment Cap Emploi pour les reconnaissances travailleurs handicapés, mais il s'agit de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés uniquement, ou en voie de l'être, en tout cas, qui peuvent commencer à entreprendre, recevoir le salarié, commencer à envisager des choses. On s'associera, quoi qu'il en soit, au médecin du travail à un moment donné, puisqu'on en aura besoin. Mais ça n'empêche pas qu'on peut commencer à entreprendre des actions. Merci. On avait une deuxième question sur est-ce que le médecin du travail peut aussi demander une visite de pré-reprise ou est-ce que, au contraire, c'est seulement le médecin conseil du salarié ou le médecin traitant qui peut le faire? Alors, le médecin du travail ne pourrait pas demander une visite de pré-reprise non plus. Par contre, de la même manière, il va informer le salarié. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Nous, dans le service de santé au travail du Puy-de-Dôme, on peut avoir connaissance qu'un salarié est en arrêt depuis un certain nombre de temps par l'intermédiaire de l'assistante médicale qui a l'employeur au téléphone. L'employeur est au téléphone uniquement pour prendre des rendez-vous concernant des visites périodiques. Nous, on a pour consigne auprès des assistantes médicales dans notre service, qui ont cette consigne-là, de aussi poser des questions à l'employeur lors de ces rendez-vous de visite de reprise, de visite périodique, de dire est-ce que, j'en profite pour vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez des arrêts longs dans votre entreprise? Si oui, de qui s'agit-il? Ça se fait aussi par l'intermédiaire des actions en milieu de travail qu'on entreprend, nous, sur le service. On va poser la question à l'employeur. L'employeur, à ce moment-là, va nous indiquer que monsieur untel est en arrêt depuis plus de 6 mois et qu'il n'a plus de nouvelles. Nous, à ce moment-là, on va adresser un courrier au salarié lui indiquant que cette visite de pré-reprise existe et qu'il peut se rapprocher du service de santé au travail et de son médecin du travail pour commencer à anticiper les choses.
Donc, on va, nous, informer le salarié de l'existence de cette visite et l'inviter à prendre contact avec nous. Charge au salarié de le faire ou pas, mais en tout cas, on aura informé. Ensuite, le retour de la visite de pré-reprise, par contre, charge au salarié de faire le nécessaire pour que le médecin du travail puisse faire un retour à l'employeur. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'une visite de pré-reprise a été faite que l'employeur aura un retour de cette visite. Si le salarié ne souhaite pas informer son employeur du fait qu'il a vu le médecin du travail, le retour ne sera pas fait à l'entreprise. Merci beaucoup, Madame Guittard. Nous avons eu beaucoup de questions, donc malheureusement, avec le temps contraint, nous ne pouvons pas répondre à toutes. Cependant, elles ont toutes été enregistrées et puis on y répondra par la suite dans le cadre de la foire aux questions. Encore merci à vous, Madame Guittard, pour cette intervention et puis ces réponses très riches. Et tout de suite, nous allons du coup passer à notre section suivante sur comment on accompagne la reconversion et quels sont du coup les outils et les dispositifs mobilisables. Madame Guittard en a déjà évoqué un certain nombre. Nous allons maintenant entrer un peu plus dans le détail. Et puis tout de suite, je vais laisser la parole donc à Madame Baptiste et à Madame Lebec de la CARSAT pour parler un peu de comment est-ce qu'on travaille le repérage précoce et sur quels outils on peut s'appuyer, quelles sont les aides de l'assurance maladie en ce sens. Merci. Donc, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, Sophie Lebec, responsable adjointe du service social de la CARSAT du Rhône. Et donc, la présentation sera faite à deux voix avec Madame Baptiste, assistante sociale à la CARSAT Auvergne. Voilà pour les présentations. Donc, notre présentation vous permettra de connaître le rôle du service social de la CARSAT dans le parcours d'un salarié en arrêt de travail. Alors, soit arrêt de travail réitératif, des arrêts de travail courts mais réguliers, ou soit sur un arrêt de travail long. L'arrêt de travail peut avoir un motif soit au niveau de la maladie, soit de l'accident du travail, soit de la maladie professionnelle. Donc, on va partir, cette présentation, on va utiliser ce schéma-là que Marion vient de vous projeter. Ça vous permettra de repérer les possibilités d'accompagnement, les principales mesures qui peuvent être mobilisées pour un salarié en arrêt de travail et les principaux partenaires que vous retrouvez sur le schéma. Aussi, on a mis en évidence les questions que le salarié est amené à se poser au fur et à mesure de son parcours avec les différents partenaires. Je vous fais un petit rappel sur comment les personnes arrivent jusqu'au service social de la CARSAT. Alors, on travaille à partir des signalements du service médical. Le médecin conseil reçoit un salarié et la question se pose sur la possibilité de rester à son poste ou d'envisager un reclassement en externe. Donc, le service social va travailler cette problématique avec le salarié. On a aussi l'assurance maladie qui nous signale les personnes en arrêt de travail depuis au moins 60 jours. Donc, à partir de cette requête, les départements en Auvergne-Rhône-Alpes travaillent sur des méthodologies différentes, chacun en fonction de ses effectifs. L'autre porte d'entrée, ce sont aussi tous les signalements qu'on reçoit de nos partenaires, notamment des services de santé au travail, du Cap Emploi, des conseillers en évolution professionnelle. Et aussi, donc, tout employeur, service RH, peut informer son salarié de l'existence du service social de la CARSAT. Et à partir de là, le salarié peut prendre contact avec nous, soit en demandant un rendez-vous sur son compte Amélie, soit en téléphonant au 36 46 et en indiquant service social. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'organisation du service social. Je vais maintenant revenir plus au schéma qui va vous permettre, donc je vous ai dit, d'identifier les partenaires et leur articulation, l'importance de la précocité du parcours, que la personne nous soit signalée le plus rapidement possible pour qu'on ait le temps de mettre en place tous les outils qu'on a à notre disposition. Et aussi, on va partir d'exemples, ça vous permettra d'illustrer concrètement comment les outils de la prévention de la désinsertion professionnelle peuvent être mobilisés. Bien sûr, le service social de la CARSAT reste à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de ces mesures. Donc, le premier exemple, ce sera une situation de maintien en emploi. Donc, ça vous permettra de repérer comment se passe la mise en place d'un bilan de compétences pendant un arrêt de travail.
la mise en place d'une formation courte toujours pendant l'arrêt de travail, le rôle de la cellule de l'assurance maladie et aussi, vous verrez, l'issue favorable de cet accompagnement. Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Baptiste. Merci Sophie. Bonjour à tous. Donc Justine Baptiste, je suis assistante sociale à la CARSAT Auvergne sur le site de Clermont-Ferrand. Donc je vais vous présenter les exemples de situations concrètes qu'on souhaitait vous exposer aujourd'hui pour illustrer justement le parcours du salarié sur le schéma qu'on vous présente, mais aussi de façon très pratique et aussi sur le fait que bien sûr l'assistante sociale de la CARSAT est le référent de parcours du salarié en arrêt de travail du début à la fin de son arrêt, quel que soit le motif de l'arrêt. Donc la situation d'une dame pour démarrer, une dame de 36 ans qui est manutentionnaire dans une usine de conditionnement pharmaceutique depuis 15 ans. Elle est en arrêt suite à un accident du travail qui a engendré une prise en charge chirurgicale et des séquelles lourdes. Donc, la CPM nous a signalé l'arrêt de travail de cette personne. Après évaluation globale de sa situation à 3 mois d'arrêt, nous lui avons conseillé d'interroger son médecin spécialiste sur sa capacité de travail et aussi sur une durée prévisible d'arrêt de travail. Ceci étant fait, Madame a réalisé une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail afin de recueillir son avis sur les restrictions médicales au poste et sur les capacités restantes. Le médecin du travail a confirmé une inaptitude prévisible au poste de travail et la nécessité donc d'engager une reconversion professionnelle. Une demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé a été effectuée auprès de la MDPH. La réalisation d'un bilan de compétences est envisagée après accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de l'assurance maladie. Donc, cette cellule de prévention de la désinsertion professionnelle est composée d'un médecin conseil, d'un représentant administratif de la caisse primaire, de la médecine du travail, de Cap Emploi, et de 2 assistantes sociales du service social de la CARSAT. Après évaluation du parcours professionnel de la salariée, une compétence a pu être exploitée parce qu'elle est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne. Donc, à la suite du bilan de compétences, Madame a suivi une remise à niveau de sa formation pendant 15 jours, pendant son arrêt, donc également validée par cette cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle avec le maintien de ses indemnités journalières, puisqu'elle réalisait cette formation pendant son arrêt. À l'issue de la sortie d'entreprise pour inaptitude et la consolidation de son accident du travail avec un taux d'incapacité de 25%, Madame a pu créer son activité avec le statut d'auto-entrepreneur et une participation financière de la GFIP. Après échange avec les médecins, le choix est J'ai l'impression qu'on a perdu le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça a coupé, je suis désolée. Je vais reprendre juste un petit peu avant, je ne m'étais pas aperçue que ça avait coupé. Hop, je remets la caméra, je suis désolée. On en était à la sortie de l'entreprise avec la consolidation de l'accident du travail. Vous aviez eu ces éléments, Marion? Oui, tout à fait. Oui, voilà, consolidation d'accident du travail avec un taux d'incapacité à 25%. Donc, la salariée a créé son entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur et la GFIP a participé financièrement à la création de cette entreprise. Donc, après l'échange avec les médecins, a été fait le choix de se lancer plutôt en salon d'esthétique plutôt qu'à domicile, puisque c'est plus compatible avec son état de santé. Donc, nous, assistantes sociales, avons accompagné la salariée tout au long du parcours pour être rassurée, soutenue dans les différentes rencontres que nous avons bien évidemment préparées à chaque fois. Je vous remercie et je suis désolée pour le plantage.
Sophie. Donc, du coup, on va vous présenter une deuxième situation pour vous permettre de vous repérer petit à petit dans ce cheminement d'accompagnement. Donc, cette situation nous permettra d'illustrer l'orientation possible pendant l'arrêt de travail vers un conseiller en évolution professionnelle, les possibilités à nouveau de formation courte pendant l'arrêt de travail pour préparer la reprise, et aussi le rôle du temps partiel thérapeutique. Donc, je laisse la parole à Justine. Merci Sophie. Donc là, en effet, on va être plutôt sur une sortie, sur un reclassement dans l'entreprise. Un monsieur de 46 ans qui exerçait le métier de responsable de rayon fruits et légumes dans un hypermarché depuis 15 ans. Il souffrait de plusieurs pathologies, atteintes d'arthrose-lombaire, cervicalgie, problèmes de tension, pour lesquels un suivi en rhumatologie et rééducation fonctionnelle est engagé. Un accompagnement a été mis en place suite à un signalement de la caisse primaire de nouveau au service social, qui a permis dans un premier temps de résoudre des problèmes économiques et ainsi s'engager sur le parcours de retour à l'emploi à 7 mois d'arrêt. Nous avons préparé toutes les démarches et les dossiers avec l'assuré, ainsi que les rencontres durant le parcours. Donc, une demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé a été effectuée auprès de la MDPH. Une visite de pré-reprise avec le médecin du travail a confirmé une inaptitude prévisionnelle au poste et la nécessité d'un reclassement. Après avis d'un conseil en évolution professionnelle pendant l'arrêt, une formation courte d'agent de sécurité a été envisagée. La formation s'étale sur 2 mois et demi. Nous avons sollicité la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de l'assurance maladie pour validation de la réalisation de cette formation pendant l'arrêt de travail et le maintien des indemnités. La cellule ayant donné son accord, monsieur a engagé la formation et a obtenu avec succès sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Le médecin du travail a été de nouveau rencontré à la suite de ça. Il a validé médicalement le nouveau projet de poste d'agent de sécurité après un contact établi par le salarié avec l'employeur également, parce que l'hypermarché dispose de son propre service de sécurité. Une coordination avec le médecin du travail et Cap Emploi a permis de valider le projet de poste et la négociation avec l'entreprise a abouti à une reprise d'activité progressive à temps partiel thérapeutique sur ce nouveau poste. Donc, le médecin traitant a établi une prescription de temps partiel thérapeutique. Le médecin du travail et l'employeur se sont mis d'accord sur le nombre d'heures en fonction des possibilités médicales du salarié et aussi, bien sûr, des contraintes organisationnelles de l'entreprise. À l'issue de ce temps partiel thérapeutique, le salarié a pu intégrer ce poste à temps plein, tout en restant dans l'entreprise, bien évidemment. Je vous remercie. Et notre dernier exemple, donc ça nous permettra d'illustrer la mise en place d'un essai encadré, la situation d'une reprise qui se confirme uniquement à temps partiel et la mise en place d'un contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Donc là, on va vous laisser le schéma dans sa totalité, comme ça vous vous repérerez au fur et à mesure de l'exemple de Justine. Donc, dernier exemple, merci Sophie. Une dame de 48 ans qui était en arrêt maladie depuis 4 mois au moment où le médecin conseil nous a demandé de rencontrer cette personne. Elle était salariée de soignante en EHPAD depuis 25 ans, atteinte d'une maladie neurologique. Donc, elle était déjà reconnue sous le statut de travailleur handicapé par la MDPH précédemment. Après évaluation par le service social de la situation de madame, toujours dans sa globalité, avec les conséquences de la maladie sur son environnement familial, son impact économique, nous avons construit un plan d'action. Donc, après avis de la médecine du travail, nous avons constitué une demande de bilan de compétences. Dans un premier temps, pendant l'arrêt, donc de nouveau, la cellule de la prévention de désinsertion professionnelle a validé la réalisation du bilan de compétences pendant l'arrêt. 2 pistes se sont dégagées de ce bilan de compétences. Agent d'accueil en reclassement au sein de l'EHPAD, où elle était salariée, ou assistante administrative de gestion. Il est proposé un essai encadré dans l'EHPAD sur un poste d'assistante de direction
en lien avec le médecin du travail, service RH et bien sûr l'assistante sociale. Cet essai encadré, donc pareil, la cellule de la prévention des insertions professionnelles assurance maladie valide la réalisation de cet essai en conditions de travail pour le salarié. Donc, ça lui a permis d'observer et de découvrir les différentes tâches que réalisait sa tutrice, le dossier d'entrée d'un nouveau résident, l'accueil physique et téléphonique. La durée de l'essai encadré maximum est de 14 jours. Et la salariée en a réalisé 10, c'était ce qui avait été accordé par la médecine du travail en lien avec l'employeur. À l'issue de cet essai, les compétences requises sur le poste sont confirmées, mais il semblerait que l'état de santé ne permette pas à la salariée de travailler plus qu'un temps partiel. Voilà. Donc, quelqu'un s'étouffe, je crois. L'étude du dossier en cellule PDP a abouti à la proposition d'une mise en place d'un CRPE, donc contrat de rééducation professionnelle en entreprise, donc à la suite de cet essai encadré. Ce contrat, décidé et signé entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire, avec avis du médecin du travail, a permis à madame de reprendre sur un nouveau poste de secrétaire sur 2 établissements en EHPAD. Elle bénéficie d'un tutorat partiel par la secrétaire de direction et la responsable RH pendant 1 an. Et dans le cadre de ce tutorat, la CPAM prend en charge la moitié du salaire de la salariée. Un bilan intermédiaire du CRPE est effectué en présence de l'assuré, de la responsable RH, du directeur de l'EHPAD, bien évidemment, de Cap Emploi et de l'assistante sociale. Le CRPE a confirmé une adaptation au contexte. Madame effectue de nombreuses tâches, les tâches que son tuteur a pu lui confier. Pendant le CRPE, madame a aussi bénéficié d'une formation de remise à niveau en bureautique. Une concertation des médecins a confirmé une aptitude de travail à temps partiel. Médecin du travail, médecin conseil. Donc, le médecin conseil a décidé d'une mise en invalidité première catégorie pour permettre à cette dame de diminuer son temps de travail de façon durable. À l'issue du CRPE, Cap Emploi a accompagné la salariée sur une recherche de formation qualifiante de secrétaire avec le GRETA. Et en attendant, elle occupe son poste à temps partiel complété par sa pension d'invalidité. Voilà pour ce dernier exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Baptiste, et merci à vous, Madame Lebec, pour cette présentation très riche et ces exemples. Nous avons eu énormément de questions pendant votre intervention. Malheureusement, nous sommes très contraints par le temps et pour ne pas déborder, que tout le monde puisse avoir la parole, on ne va pas faire de questions-réponses à l'oral, mais toutes vos questions ont bien été notées. Il y en a eu vraiment beaucoup et elles seront envoyées à Madame Baptiste et Madame Lebec dès la fin de ce webinaire pour qu'elles puissent vous répondre et ce sera diffusé ensuite sur le site de la GFIP et de l'adresse. Et donc tout de suite, pour pouvoir donner la parole aux autres intervenants, nous allons poursuivre avec l'intervention conjointe de Madame Poudroux, Madame Komarov et Madame Calixte, qui représentent respectivement donc Cap Emploi, la GFIP et Transition Pro, et qui vont nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut accompagner les employeurs dans la réalisation d'actions de reconversion et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces différentes structures pour justement préparer les actions de reconversion. Et tout de suite, je vais donner la parole à Madame Poudroux. Merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Donc Cap Emploi, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme, alors peut-être une précision au préalable, il existe un Cap Emploi sur chaque département en France. Donc c'est un organisme de placement spécialisé qui développe une expertise dans l'accompagnement et la construction des parcours pour des publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap ou des conséquences de leur état de santé sur la capacité à accéder à un emploi ou à être maintenu dans leur emploi. Donc, compte tenu de cette expertise, on informe, on conseille, on accompagne les bénéficiaires et donc les personnes et les employeurs dans leurs problématiques de recrutement, de maintien dans l'emploi, d'évolution, de transition professionnelle, en intégrant
puisque c'est notre spécificité et notre expertise, le handicap et la santé au travail dans la politique RH des entreprises. On a également un rôle de prescripteur et de coordinateur des actions préconisées et qui sont retenues et qui pourront être mises en place. On est, comme vous l'avez vu et comme vous le verrez tout au long de ce webinaire, on ne peut pas travailler seul, donc on a un rôle aussi de coordonnateur et de relais entre les différents acteurs que sont l'employeur, le salarié, le médecin du travail, la CARSAT et différents partenaires qu'on peut mobiliser pour accompagner justement au mieux la personne dans son parcours soit de maintien dans l'emploi, soit de reclassement professionnel. On intervient aussi toujours et on mobilise les aides de la GFIP en complémentarité du droit commun. Et puis, une précision aussi qui est importante, c'est une offre de service qui est entièrement gratuite à destination des employeurs et des personnes. Donc, merci Marion. La diapo d'après, parce que c'est ce que je viens de dire là. Merci. Donc, notre offre de service. Donc, on accompagne les employeurs, on identifie les postes de travail qui sont accessibles. Et alors, soit pour le recrutement, soit pour le reclassement sur un autre poste de travail dans l'entreprise. On propose des candidatures ciblées. Là, on est plus sur l'axe recrutement en répondant aux critères de poste à pourvoir et participer à la présélection des candidats. Mais ce travail qui est fait dans l'insertion peut bien évidemment se faire aussi dans le maintien dans l'emploi et puis dans le reclassement professionnel, puisque c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre. On mobilise donc les aides financières de la GFIP pour les entreprises du secteur privé et techniques qui sont destinées à compenser le handicap. Il y a 3 formes d'aides pour compenser le handicap. Il y a les aides techniques. Pour faire simple, c'est un bureau, un écran, enfin, c'est du matériel. Après, il y a les aides financières qu'on peut mobiliser et qui nous sont mises en œuvre par la GFIP. Et puis, il y a aussi les aides organisationnelles, donc où on va pouvoir travailler sur la réorganisation, soit du collectif de travail, soit la réorganisation du temps de travail de la personne individuellement. Donc, on mobilise aussi, comme on l'a vu, les aides de droit commun qui peuvent être du temps partiel thérapeutique et les aides qu'a présenté la CARSAT. Et puis, on assure un suivi durable, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a été maintenue sur son poste ou reclassée sur un autre poste ou intégrée dans une autre entreprise suite à une incapacité au maintien dans l'emploi dans son entreprise, on va assurer un suivi pour voir si les aménagements préconisés sont en adéquation avec la situation et si la personne est bien dans son emploi. On informe aussi sur les obligations légales. Et puis, voilà, dans le cadre du maintien et de la redéfinition des aménagements, on va définir un plan de compensation. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on coordonne l'intervention des différents acteurs et on accompagne l'employeur dans cette coordination des différents acteurs qui interviennent dans le cadre du maintien dans l'emploi ou du reclassement. Et puis, on va définir si le maintien dans l'emploi n'est pas possible, donc sur un poste dans l'entreprise, on va définir un projet de transition professionnelle. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, travailler sur un reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Mais ce qui est important aussi, et ça a été dit par les services de santé au travail, c'est de travailler dans l'anticipation. Et là, nous, c'est ce qu'on appelle de l'évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'une personne qui a des difficultés, des restrictions d'aptitude, il va falloir anticiper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas un licenciement ou une inaptitude au poste
qui est prononcé ou qui va être prononcé relativement rapidement, mais on sait par le biais des services de santé au travail et puis par le fait aussi parfois du médecin traitant, etc., ou de la personne elle-même, que la personne ne pourra pas tenir son poste sur du long terme. Et là, on va travailler avec la personne sur ce qu'on appelle, nous, l'évolution professionnelle. Et là, c'est soit l'employeur, soit la personne qui peuvent nous mobiliser et on va commencer à travailler un nouveau projet professionnel. Donc, le travail sur le nouveau projet professionnel, j'ai envie de dire que le travail va être le même. On aura plus de temps dans le cadre de l'évolution professionnelle que dans le cadre de la transition professionnelle, mais on va bien travailler sur un projet professionnel qui va permettre à la personne de pouvoir avoir un poste pérenne compte tenu de ses restrictions d'aptitude. Voilà. Donc, à ce titre-là, la loi a habilité 5 acteurs pour délivrer le conseil en évolution professionnelle. Donc, Cap Emploi, Pôle emploi, les missions locales, la PEC et le CIBC. Donc ça, c'est une loi, enfin c'est relatif à la loi du 5 mars 2014. Je vous l'ai remis dans le diaporama parce que ça me semble important. C'est que toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil est gratuit, il est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation. Donc, chaque personne peut demander à n'importe quel moment de son parcours de mobiliser ce service-là auprès des acteurs habilités. Donc, le conseil en évolution professionnelle, pour expliquer un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est un processus d'appui à tout actif pour faire le point sur sa situation professionnelle, le cas échéant élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle, l'insertion, le développement de compétences, la certification, la mobilité en interne ou en externe, la reconversion, la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités. Donc, c'est vraiment se projeter dans un avenir plus ou moins proche pour envisager un métier compatible avec son état de santé. À chaque étape, Cap Emploi, donc on est habilité, comme je vous l'ai dit, à délivrer le CEP et on prend en compte les particularités de la personne, ses contre-indications, dans le but de compenser ses difficultés de santé. On prend aussi en compte la réalité des besoins en emploi du territoire. C'est vraiment une prise en compte globale de la personne dans son environnement. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, juste le CEP réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a délivré 4 777 CEP à destination des demandeurs d'emploi et 890 CEP à destination des salariés sur l'année 2020, en sachant que 2020 était une année, comme tout le monde le sait, un peu particulière. Donc, l'objectif du CEP, c'est éventuellement de changer de métier ou de secteur professionnel, anticiper un risque de perte d'emploi occupé pour raison de santé. Donc là, on est bien sur vraiment une anticipation le plus en amont possible, puisque le risque d'inaptitude n'est pas avéré à l'instant T où on peut mettre en place un CEP, mais on sait qu'à moyen terme, la personne ne pourra pas, comme je vous l'ai dit, continuer à occuper son emploi. Acquérir de nouvelles compétences ou de qualifications, faire le point sur sa situation professionnelle, anticiper. Donc, le CEP peut être aussi, ça a été dit, abordé dans le cadre de l'entretien professionnel avec son employeur. Donc, identifier, valoriser et faire reconnaître ses compétences et ses expériences. Ça peut être mobilisé de la VAE, par exemple. Donc, on est là pour établir un diagnostic, mettre en place un plan d'action à l'aide de plusieurs outils. Donc, je vous les ai listés. Il y en a un certain nombre. Donc, ce sont des outils de droit commun et puis des outils spécifiques qui sont mis à disposition et financés par la GFIP dans le cadre de l'accompagnement qu'on va mettre en œuvre. Merci.
Donc, notre objectif, notre mission et notre expertise, c'est de compenser le handicap. Donc, c'est bien évidemment d'apporter des réponses individualisées, adaptées au cas par cas, permettant de supprimer les obstacles ou au moins de les réduire afin de rendre les situations accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est également mettre en place un accompagnement spécialisé et renforcé. Les accompagnements sont tous individuels, bien évidemment, puisque c'est spécialisé et adapté à la personne, compte tenu de leur handicap ou d'une problématique de santé qui a un impact sur l'emploi. Chaque situation est étudiée individuellement pour prendre en compte les obstacles de l'environnement de travail ou de la formation, les incapacités, les contre-indications médicales ou capacités résiduelles de la personne. Donc là, je vous ai mis une slide parce que le réseau KEOPS Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien du Conseil régional, s'est spécialisé dans le développement et la mise en ligne de plusieurs modules de e-learning, donc sur la thématique de l'emploi et de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et il y a un module exclusivement dédié au conseil en évolution professionnelle. N'importe qui peut, avec cette adresse, se connecter en créant un identifiant et son propre mot de passe. Et ça permet aux employeurs et aussi l'employeur peut donner cette information à son salarié. Ça permet aux salariés de pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur le CEP et puis ce qu'est le CEP, comment on peut le mobiliser, etc. À quoi ça sert, par exemple, de définir un projet professionnel, savoir comment c'est financé le projet de formation, qu'est-ce que le CPF, etc. Donc, voilà, hein, donc ça, c'est une des slides qui intervient dans le module de e-learning. C'était à titre d'exemple. C'est, voilà, le conseiller Cap Emploi peut accompagner sur la recherche de formation la plus appropriée. Une fois que la détermination du projet a été effectuée dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, et la formation, si elle a un coût, mobiliser les dispositifs pour aller financer la formation. Quand la personne est salariée, bien évidemment, la formation peut être financée soit par le plan de formation de l'entreprise, soit par le compte personnel de formation de la personne, soit, et vous le verrez tout de suite après, travailler sur un dossier de transition pro. Donc, en fait, le conseiller Cap Emploi va être là pour accompagner dans toutes les démarches qu'il va être nécessaire de faire, soit à destination de l'employeur, soit à destination du salarié. Donc là, vous avez une slide qui récapitule les coordonnées téléphoniques. Et il y a alors là, c'est une erreur parce que l'idée, c'était, alors, on a tous des adresses mail. Je ne sais pas pourquoi celle du Puy-de-Dôme est restée parce que ça faisait trop chargé sinon, mais n'hésitez pas, vous aurez le diaporama à appeler pour qu'on vous transmette les coordonnées mail si vous le souhaitez des Cap Emploi. Donc, voilà, si vous souhaitez avoir des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je ne sais pas si j'ai le temps, Marion, à titre d'exemple de… Non. Bon, heureusement, on est très contraints, désolée. Je suis désolée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais merci à vous, Madame Poudroux, et je laisse tout de suite la parole, du coup, à Madame Komarov pour la suite. Oui, bonjour à tous. Je suis Violaine Komarov, chargée d'études à l'AGEPIP. Je m'occupe plus particulièrement des questions d'orientation, de transition professionnelle et du dispositif Inclus Pro dont je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je vais vous parler en effet de ce que propose l'AGEFIP pour favoriser les transitions professionnelles des salariés en situation de handicap. Donc, juste pour rappeler que notre offre de service s'adresse aux personnes handicapées et bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais également en voie de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elles ont au moins déposé un dossier de reconnaissance auprès de la MDPH de leur département. Donc, comme premier levier d'action, nous avons Inclus Pro Formation. C'est une offre de formation spécifique à AGEFIP qui permet de travailler l'amont du parcours, qui permet de travailler le projet professionnel pour faire en sorte que la personne soit capable ensuite d'intégrer plus facilement un parcours qualifiant ou certifiant. Donc, cette nouvelle offre de formation spécifique a été lancée en mai dernier sur Auvergne-Rhône-Alpes.
Et l'objectif, c'est d'apporter des modules à la personne pour se réorienter et travailler un nouveau projet professionnel. Les actions Inclus Pro formation concernent les salariés, donc les salariés en activité professionnelle ou bien en arrêt de travail, c'est important de le savoir. Et nous avons 4 actions qui peuvent être proposées. Elles sont toutes les 4 indépendantes les unes des autres. La première action s'appelle la remise en mouvement développement personnel. C'est vraiment la première étape pour les personnes qui souhaitent construire un projet professionnel pour travailler notamment sur des modules d'acceptation du handicap, de connaissance de soi, sur le deuil de l'ancien métier, donc première étape. Mais s'il n'y a pas besoin de passer par cette étape, la personne peut passer directement sur une action 2, évaluation, validation de projet professionnel. On va lui proposer des outils pour construire son projet professionnel et qui vont permettre de lui prendre en compte toutes les caractéristiques personnelles de motivation, de compétences, de freins, à mettre en lien avec l'environnement, le marché local de l'emploi et bien sûr mettre en perspective tout ça avec les conséquences possibles par rapport à ces restrictions médicales. Nous avons également une 3e action pour les salariés qui auraient besoin de se remettre à niveau sur des actions numériques ou bureautiques. Et puis, une 4e action préparatoire sectorielle qui va permettre de consolider le projet une fois que celui-ci a été validé par une action 2, par exemple, pour aller plus loin sur le projet. Donc, les durées, les rythmes et les modalités pédagogiques de ces 4 actions sont variables en fonction vraiment des besoins des personnes. Donc, on est vraiment sur des actions individualisées qui vont sur une durée d'accompagnement de 3 mois. C'est ce qui les distingue des bilans de compétences. On est sur des sessions groupes avec des parties de travail en individuel, mais beaucoup de travail en groupe. Voilà, avec du présentiel, du distanciel, mixte des deux. Donc pour les salariés, le positionnement sur ces 4 actions peut se faire soit par l'assistante sociale de la CARSAT, le service de santé au travail, les équipes Comet, bien évidemment les conseillers Cap Emploi qui délivrent l'accompagnement maintien dans l'emploi ou le CEP. Les autres conseillers en évolution professionnelle, donc le réseau EVA et APEC, peuvent également positionner les salariés sur Inclus Pro et la personne elle-même peut se positionner. C'est pour ça qu'on vous la présente pour que vous puissiez également faire le relais de cette action si jamais elles ont besoin de travailler le projet professionnel. Donc, si la personne réalise cette action pendant son temps de travail, on aura besoin de votre accord pour qu'elle la réalise. Et si l'action de formation se déroule pendant l'arrêt de travail, obligatoirement, nous aurons besoin d'avoir l'accord du médecin conseil pour autoriser la personne à s'absenter pendant l'arrêt. Nous proposons 2500 actions par an, dont la moitié réservée pour les salariés travaillant non salariés. Donc, cette offre est organisée sur 5 lots. Donc, je vous ai mis les coordonnées si jamais vous avez besoin de vous renseigner davantage sur les actions. On peut aller sur la suite. Donc, le deuxième levier pour nous, c'est d'agir sur la compensation du handicap en formation. Je vais aller assez rapidement, Sylvie en a pas mal parlé tout à l'heure. Nous avons mis en place les ressources handicap formation pour aider les structures de formation à mieux prendre en compte le handicap en formation. Donc, permettre aux personnes de se former dans des conditions qui prennent mieux en compte leur handicap. Donc, ça va concerner tous les dispositifs de formation, pas uniquement pour les demandeurs d'emploi, mais également les dispositifs courts, longs, en alternance, pour vérifier et anticiper les situations à aménager en centre ou en entreprise, quand on est sur de l'alternance. Donc, Sylvie en a parlé, on peut proposer des aménagements pédagogiques, organisationnels, mais on peut également agir auprès des personnes qui souhaitent se doter d'outillages spécifiques, techniques pour financer le parcours de formation. Donc là, on va intervenir auprès des personnes et pas auprès du centre de formation. Les aménagements vont appartenir à la personne, elle va pouvoir les apporter avec elle en centre de formation. Donc, vous avez plusieurs appuis possibles pour bien anticiper les situations
de handicap en formation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact en premier recours auprès de Cap Emploi, qui fera ensuite le lien avec les autres ressources sur le territoire, la RHEC, etc. Donc, dernière information que je voulais vous apporter, comment la GEFIP participe au financement des différents projets de formation. Vous rappelez qu'en fait, on intervient uniquement sur le coût pédagogique. Après le financement par le droit commun ou après constat que le droit commun n'a pas pu être mobilisé. Bien évidemment, il faut nous solliciter avant que la formation ne démarre. Et puis, vous précisez aussi que le dossier a plus de chances d'aboutir si celui-ci a été relayé, intermédié par un conseiller à l'emploi, donc Cap Emploi, conseil en évolution professionnelle, parce qu'on a besoin d'avoir un regard sur la validité du projet par rapport aux perspectives d'emploi, par rapport au handicap et par rapport aux fonds mobilisables dans le droit commun. Donc voilà. Nous intervenons plus spécifiquement pour les projets de maintien dans l'emploi et pour accompagner les transitions professionnelles. Tout ce qui relève de la responsabilité de l'employeur pour adapter les compétences du salarié aux besoins de l'entreprise ne seront pas forcément soutenus par la GEFIP, puisqu'il y a déjà pas mal de réponses, les fonds locaux, le plan de développement de compétences de l'entreprise, l'abondement du compte CPF du salarié s'il souhaite le faire. Donc voilà, et puis je voulais aussi préciser que la GEFIP a formalisé aussi un partenariat avec Transition Pro pour mettre en commun nos moyens d'intervention sur les parcours de transition professionnelle et plus particulièrement pour les salariés qui sont confrontés à un risque de maintien dans l'emploi. Donc, situation pour lesquelles le médecin du travail a déjà statué ou est en cours d'inaptitude sur le poste de travail. Et en fait, on a mis en place avec Transition Pro un processus particulier pour fluidifier les échanges entre les différentes parties prenantes du dossier. Donc, ce processus est à destination du conseiller en évolution professionnelle, de Cap Emploi, des CARSAT, de Comet, pour faciliter la compréhension du parcours de la personne et faire en sorte que la commission Transition Pro valide le dossier de manière plus transparente. Voilà. Merci beaucoup, Madame Komarov. Et puis, on va donner tout de suite la parole à Transition Pro, justement, avec Madame Calixte, pour creuser un peu cette piste-là. Bonjour, donc je suis chargée d'ingénierie de parcours et d'instruction à Transition Pro. Pour vous rappeler les choses, depuis la loi de 2018, les fonds GESIF sont devenus Transition Pro et le CIF, le congé individuel de formation, est devenu le PTP, le projet de transition professionnelle que je vais vous présenter à présent. Donc, le PTP permet à des salariés de suivre une formation visant à changer de métier ou de profession, éventuellement de créer son entreprise par la suite, tout en restant salarié de son entreprise pendant le temps de la formation. Et la formation peut être pendant ou en dehors du temps de travail. Tous les salariés du secteur privé sont concernés, quel que soit leur contrat de travail. Et l'objectif est d'aboutir pour ces salariés à l'obtention d'une certification professionnelle, que ce soit un diplôme, un titre RNCP, etc. Donc, voilà. Le financement du PTP se fait par donc Transition Pro sur les coûts pédagogiques de la formation. Et puis ensuite, nous prenons en charge, et c'est là que c'est intéressant pour le salarié, la rémunération. Nous remboursons aux entreprises, donc le salaire du salarié si la formation se fait sur le temps de travail. Nous pouvons également, si cela est nécessaire, proposer la prise en charge des frais annexes de la formation. Nous pouvons passer à la slide suivante. Voilà, mais cela demande une préparation d'un dossier en amont. Alors, il faut que le salarié ait déjà travaillé sur son projet et qu'il ait fait le choix d'une formation éligible. D'où l'intérêt de travailler avec un CEP. Il faut qu'il demande une autorisation d'absence à son employeur. Si la formation est supérieure ou égale à 6 mois, la demande doit se faire 120 jours avant le début de la formation et 60 jours si la formation est inférieure à 6 mois.
Le salarié doit aussi créer un espace personnel sur notre site de Transition Pro. Aujourd'hui, tout est dématérialisé et se fait via le site de Transition Pro. Quand le salarié a créé son espace personnel, automatiquement, cela crée un espace personnel à l'employeur qui, du coup, recevra un mail et avec tous ses codes pour pouvoir accéder à son espace personnel employeur. Le dossier comprend en effet 3 volets que chaque partie doit remplir, le salarié, l'organisme de formation et l'employeur. Les délais peuvent aller de 1 à 3 mois suivant la réactivité de chacun et donc tout est dématérialisé. Nous pouvons passer à la suivante. Voilà, donc une fois que le dossier est déposé, et il va passer devant une commission paritaire qui va étudier 3 critères, je ne détaille pas, vous les lirez ensuite. Et puis, si la commission valide le dossier, à ce moment-là, chaque acteur reçoit un mail disant que le dossier est accepté. Pour que le dossier s'enclenche, le salarié doit renvoyer la notification signée à Transition Pro. Si le dossier est refusé, un recours est possible dans les 2 mois. C'est le salarié qui doit le faire. Pour les salariés ayant une reconnaissance de handicap et ou en risque d'inaptitude, les conditions sont facilitées par rapport aux autres salariés. Pour pouvoir présenter un dossier, il n'y a pas de conditions d'ancienneté liées au contrat de travail. Ensuite, ils ont plus de temps pour déposer leur dossier par rapport aux autres salariés. Et puis, pour les salariés en risque de licenciement pour inaptitude, pour lesquels il y aurait une urgence plus particulière, il faut savoir que la demande de formation donc, doit être validée par la commission paritaire avant le licenciement, mais le licenciement peut avoir lieu très vite après la validation par la commission paritaire. Par exemple, si la commission paritaire valide l'accord pour faire la formation le 10 janvier et que le licenciement a lieu le 20 janvier, que la formation commence seulement en mars, Transition Pro financera quand même cette formation, ce qui permettra aux salariés de pouvoir il peut s'inscrire à Pôle emploi, mais pendant tout le temps de la formation, c'est Transition Pro qui le rémunérera et pas Pôle emploi. Enfin, donc, Violaine Komarov en a parlé, nous avons une convention avec la GFIP. Nous pouvons aller plus loin. Alors, quel est le statut du salarié pendant le PTP? Il reste salarié de l'entreprise. Et son statut, il est en congé formation. Sont donc maintenus les droits au congé payé annuel et les cotisations de sécurité sociale et de charges légales. Qu'est-ce que nous allons prendre en charge? Qu'est-ce que nous allons plutôt rembourser à l'employeur? Donc, nous allons rembourser sur la base du temps de travail pour une formation à temps plein. Donc, si le salarié est à temps plein, nous rembourserons sur du temps plein. S'il est à temps partiel, sur son temps partiel. Pour une formation à temps partiel, nous rembourserons uniquement les heures où le salarié est en formation. Ça veut dire que sur le reste, il faut qu'il retourne sur son poste de travail. Quand l'organisme de formation est fermé, par exemple pendant des vacances scolaires, le salarié doit prendre des RTT ou des CP. Transition Pro ne prendra pas en charge le salaire pendant ce temps-là. Je vais aussi vous parler d'un autre dispositif que le PTP qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance à partir de début 2021 qui s'appelle le dispositif Transco qui permet à des salariés dont l'emploi est fragilisé de se former à un métier porteur sur leur territoire. Voilà, donc il faut faire partie d'une entreprise en mutation impactée par la crise sanitaire. L'entreprise doit conclure un accord DGE-PP avec la DRET. Tout ça est en train de s'assouplir. Et ensuite, l'objectif, c'est de passer d'un métier fragilisé à un métier identifié comme porteur sur le territoire. Pendant tout ce temps-là, le salarié est accompagné par différents organismes. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Transition Pro. Je ne vais pas aller dans le détail, puisqu'on n'a pas trop de temps. Voilà, on peut aller plus loin.
Non, voilà. Donc, si vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Transition Pro. On peut, sur le site, il y a un onglet Prenons contact. On peut rappeler les entreprises qui nous posent des questions pour avoir plus d'informations sur nos dispositifs. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Calixte. Donc, effectivement, comme vous avez tous pu le voir, nous sommes très contraints par le temps et c'est pourquoi l'ensemble des questions vont rester à l'écrit pour l'instant. Mais bien sûr, vous aurez des réponses. Là encore, il y a eu énormément de questions. Donc, merci à vous pour toutes ces questions très riches. Et donc, on vous apportera une réponse juste après ce webinaire à l'écrit directement. Et tout de suite, on va passer à notre dernière partie du webinaire, donc à savoir on va réinterroger les services de santé au travail pour voir comment ils deviennent des partenaires clés. Ils sont des partenaires clés dans la mise en place des accompagnements à la reconversion. Et pour ce faire, on va donner la parole donc à Monsieur Signan, Madame Bourdelle et au docteur Michel Aléonard qui vont nous présenter un peu comment est le SST peut être une ressource pour l'employeur et comment il peut accompagner les salariés dans leur démarche de reconversion. Merci, bonjour. Docteur Aléonard, médecin du travail, donc en service santé-travail et pilote de l'action justement prévention de la désinsertion professionnelle dans notre service. Donc effectivement, service de santé-travail partenaire clé dans la mise en place d'accompagnement à la reconversion. Nous, on va terminer finalement cette session en parlant de notre expérience de mise en place d'une cellule maintien en emploi au sein du service de santé au travail. Il s'agit d'MT2I, qui est un service de santé du bassin grenoblois et du Sud-Isère, qui regroupe à peu près 7000 entreprises, soit 83 000 salariés environ suivis. Dans ce service, une cellule de maintien en emploi a été mise en place en 2019. Elle a été nommée pôle socio-professionnel pour le maintien en emploi, un petit peu lourd, mais il fallait prendre en compte la dimension sociale de l'accompagnement des salariés en difficulté. La particularité de notre PSPME, justement MT2I, tient au fait qu'il va fonctionner en guichet unique. C'est un choix qu'on a fait, donc guichet unique, donc à l'attention de tous les salariés et les agents qui soient en poste ou en arrêt de travail, qui soient en situation de handicap ou pas. Guichet unique avec un référent qui va prendre en charge la situation depuis le signalement jusqu'à la mise en place d'une solution, c'est-à-dire un interlocuteur unique qui va faire le lien tout au long du parcours professionnel de reconversion du salarié. L'intérêt, c'est un appui auprès des équipes médicales pour permettre effectivement la prise en charge, l'accompagnement des situations complexes de salariés qui sont en difficulté de maintien en emploi, alors au motif de leur santé physique ou mentale, mais également au motif de difficultés d'ordre social. L'intérêt aussi, c'est d'assurer une pertinence des signalements et des orientations auprès des différents acteurs et des différents dispositifs. On voit bien que pour ces différentes présentations, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'acteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir les solliciter au moment le plus opportun et de pouvoir solliciter les dispositifs les plus efficients. L'autre atout, c'est de permettre une sécurisation du parcours en permettant un suivi et un relais des situations, en ajustant l'accompagnement au long de tout le parcours. Donc, cette cellule maintien en emploi, elle peut être évidemment sollicitée et elle devrait être sollicitée par les employeurs chaque fois qu'il y a une problématique de maintien dans l'emploi. Je laisse la parole à M. Signan. Bonjour à tous, donc Franck Signan, je suis coordinateur de la cellule MT2I. Donc, nous l'avons vu, les possibilités pour un salarié d'être accompagné par les partenaires sont variées, sont multiples. Malgré tout, nous constatons au quotidien des situations pour qui on ne peut pas du coup orienter de manière efficiente les salariés vers les partenaires. Donc, on voit bien, comme on l'a noté sur la diapo, des situations qui ne rentrent pas dans les cases, dans les offres de services des partenaires. Alors, pourquoi donc, je vous ai mis différents exemples, déjà de personnes qui ne relèvent pas de la RQTH ou de la loi 2005, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de dispositifs de partenaires via la GFIP, via Cap Emploi, mais pour certaines personnes, du coup, évidemment, ils ne rentrent pas dans le
cas du handicap. Et nous, du coup, la spécificité effectivement aussi de notre cellule, c'est d'accompagner les personnes du coup, relevant de la RQTH ou pas. Et donc, pour ces personnes-là, effectivement, on n'a pas tous les dispositifs, notamment de la GFI. On a parlé du CPF, mais parfois, il y a des personnes qui manquent de fonds sur leur CPF, soit parce qu'ils n'ont pas assez cumulé d'années de contrat, soit parce qu'ils ont déjà utilisé leur compte personnel de formation, ou il y a certaines situations où les personnes nous disent on voudrait garder ce CPF pour une éventuelle formation plus tard. On a également aussi l'absence de détection précoce, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin du coup, de la détection, etc. Mais on aura toujours des situations qui vont faire qu'on va recevoir la personne alors qu'elle va sortir de l'entreprise pour X raisons, dans les 15 jours, dans le mois ou le mois et demi qui arrive. Et c'est aussi également la temporalité qui ne permet pas, par exemple, d'effectuer un bilan de compétences durant l'arrêt de travail, puisque l'arrêt de travail va s'arrêter, ou que la personne va reprendre son poste de travail et qu'il n'a pas le temps, du coup, de se remobiliser via des actions. Et aussi, il y a des situations pour certains salariés ou agents de la fonction publique, la pertinence d'un bilan de compétences n'est pas avérée. Pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que ce n'est pas le moment, parce qu'ils ne sont pas prêts, soit physiquement, soit mentalement. Et là, du coup, à l'instant où nous recevons ces situations, le bilan de compétences, je l'ai dit, n'est pas pertinent. Donc, pour pallier, pour combler ces trous dans la raquette, dans l'accompagnement à la reconversion professionnelle, parce que c'est bien ça, on a mis on a fait un accompagnement spécifique, et nous, évidemment, en identifiant les freins qui pourraient empêcher la personne de se projeter sur un nouveau travail. On prend en compte évidemment les difficultés physiques, sociales, familiales qui peuvent entraver la reconversion. On va travailler via des entretiens socio-professionnels sur la remobilisation, évidemment ça va être des entretiens, et on a mis en place aussi des outils, notamment des tests de positionnement professionnel qui permettent d'identifier le profil professionnel des salariés, mais aussi leur intérêt, leur motivation, leur potentiel, leurs compétences, ce qui permet, dans un délai assez court, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais la sécurisation du parcours lorsqu'une personne va quitter l'entreprise, elle est primordiale avant de se retrouver, du coup, notamment en cas d'inaptitude à Pôle emploi ou à Cap emploi. Parce qu'on sait que plus une personne aura identifié des pistes de reconversion, de reclassement ou de formation, elle restera peut-être moins longtemps à Pôle emploi. Le conseiller de Pôle emploi ou Cap emploi pourra rapidement prendre en compte son projet. Donc pour le salarié, c'est important. Évidemment, sécuriser le parcours, on l'a dit, c'est en identifiant le projet professionnel, en tout cas des pistes. On ne peut pas toujours, évidemment, en un entretien, identifier le projet de la personne, mais ça peut être aussi des pistes de formation pour un reclassement externe, reconversion professionnelle, mais pourquoi pas interne. Et nous accompagnons des personnes qui aujourd'hui sont en formation via Pôle emploi ou via Transition Pro suite à nos entretiens. Enfin, on réalise des fiches relais que l'on remet aux salariés en synthétisant tout ce que l'on a pu faire avec la personne. Le salarié le remet à Pôle emploi ou Cap emploi, ce qui permet du coup aux conseillers de nous appeler si besoin et surtout d'avoir un appui sur sa reconversion lorsqu'il est à Pôle emploi ou à Cap emploi. Je vais passer la parole à Karine pour parler d'une action innovante qu'on a mis en place cette année. Bonjour, donc Karine Bourdel, psychologue au sein de la cellule de maintien en emploi d'NT2I. Donc effectivement, dans la continuité de nos actions, la cellule d'NT2I a répondu à un appel à projet courant 2020. Donc cet appel à projet est porté par l'adresse et puis la GFIP. Donc il s'agissait effectivement de mettre en place une action innovante, toujours effectivement en lien avec ces questions de maintien, de reconversion. Donc dans ce cadre-là, nous avons proposé des ateliers collectifs de remobilisation, donc en fait avec des salariés, mais également des employeurs, du coup adhérents effectivement
à notre service de santé au travail. Il s'agissait effectivement là de pouvoir favoriser l'échange du coup entre ces partenaires-là, ces acteurs, donc autour du maintien bien sûr, mais également sur la reconversion et aussi de l'insertion, voilà, le recrutement. Donc en fait, c'était effectivement l'occasion de mettre en lumière aussi les difficultés de chacun, lever les freins bien entendu par rapport aux situations rencontrées, trouver des solutions en fait, des solutions portées bien sûr par ce collectif. Toujours étant de faire évoluer bien sûr les situations. Donc sur cette expérimentation, alors le moment n'est pas encore au bilan. Voilà, dans quelques mois effectivement la question sera celle-ci. Cependant, on a quand même proposé deux actions. Pour l'instant, une troisième est à venir. Voilà, au niveau du bilan, cependant, on peut quand même effectivement noter un intérêt vraiment certain, voilà, des parties, que ce soit des différentes parties, que ce soit des salariés, mais également des employeurs qui ont répondu effectivement favorablement à nos sollicitations pour venir participer à ces ateliers. Voilà, alors on sait qu'effectivement c'est quelque chose d'important, ce thème-là pour les employeurs, le maintien et dans l'emploi. Et du coup, ils nous ont déjà fait remonter des choses. C'est effectivement leur souhait d'être davantage accompagnés sur cette question, mais également effectivement leur besoin de renforcer la communication et la collaboration avec les centres de santé au travail. Donc, bien sûr, notre mission, c'est de faire remonter ces éléments, mais également du coup de s'en saisir, bien entendu, et puis de travailler sur les axes d'amélioration. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Donc, merci à Monsieur Simian. Merci à Madame Bourdelle et à Madame Aléonard pour l'ensemble de ces présentations. Vous l'avez vu, le temps a été très contraint. On est vraiment désolé. C'est le jeu des webinaires. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Avant de nous quitter, vous allez recevoir donc sur le chat un questionnaire. Donc, surtout, n'hésitez pas à le remplir. L'idée, c'est que nous, à partir de ce questionnaire, on puisse anticiper vos besoins futurs et que du coup, on puisse aussi y répondre, peut-être dans le cadre d'un prochain cycle, savoir si ça vous intéresserait d'ailleurs de faire un prochain cycle. Et donc, l'idée, ce sera vraiment de faire remonter l'ensemble de vos besoins. Et donc, merci à tous les participants et à tous les intervenants pour vos présentations aujourd'hui. Ça a été très riche, il y avait beaucoup d'informations. L'ensemble de ces informations vous seront communiquées, donc vous récupérerez le PowerPoint pour pouvoir vous replonger dans les interventions des différents intervenants. Vous aurez accès aux questions qui ont été posées et aux réponses, bien sûr, qui vont être proposées par ces intervenants. Et donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à la DRETS et à l'AGEFIP d'organiser ce cycle de webinaires. Et nous espérons vous retrouver prochainement, peut-être pour d'autres événements comme celui-ci. Merci à tous. Au revoir à tous et merci. Au revoir, merci.